Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, la contestation ne faiblit pas depuis la fermeture des bureaux de vote le 12 octobre, jour de l'élection présidentielle au Cameroun. Malgré les appels répétés au calme, de nouvelles manifestations ont éclaté ce mardi dans les villes de Yaoundé et Garoua. De jeunes réclamant le départ du président sortant sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère face à une éventuelle réélection de Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans. À quelques jours de la proclamation des résultats officiels, une partie de la population entend faire pression sur Elections Cameroun et sur le Conseil constitutionnel pour exiger un processus électoral qu'ils jugent juste. Mais au-delà des slogans, que veulent réellement les Camerounais? Qu'attendent-ils concrètement de ce scrutin? L'analyse de nos invités est à suivre en seconde partie d'émission. Pour l'heure, place au journal. En ouverture, à quelques heures de la proclamation officielle des résultats de l'élection du 12 octobre, les tensions se multiplient dans la ville de Yaoundé. Plusieurs jeunes revendiquent la victoire du candidat Issa Chiroma Bakary dans les rues. D'un autre côté, les services publics ont continué d'accueillir les citoyens entre sérénité, prudence et sens du devoir. Les fonctionnaires ont assuré la continuité du service ce mardi. C'est du moins ce qu'a pu constater notre reporter Sébastien Oyébé. Il est 10 h ce matin dans la ville de Yaoundé, à moins quelques heures de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Plusieurs jeunes envahissent les rues de quartiers Briketeri, Tinga et Ouarda. Ils revendiquent la victoire d'Issa Chiroma Bakary. Quelques minutes plus tard, ils sont dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes par les forces de maintien de l'ordre. Malgré les tensions politiques perceptibles dans les rues et dans les conversations, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le mot d'ordre reste le même, le service public avant tout. Tel que vous voyez, nous sommes au service du budget. Nous avons plein de dossiers à traiter et nous n'avons vraiment pas de temps à perdre. Nous devons continuer à servir comme si de rien n'était. Donc l'activité continue son bonhomme de chemin ici au ministère de l'Agriculture. Dans les couloirs, on ressent un climat d'attente, mais pas d'inquiétude. L'État ne va pas s'arrêter parce que il y a une élection qui est en cours et on attend les résultats. Les services de l'État continuent de travailler quotidiennement et à plein temps. Oui, depuis le matin, nous recevons les usagers qui arrivent, on traite les dossiers qui nous seront soumis par la hiérarchie et tout va bien. Même constat au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. La continuité du service public est l'un des principes cardinaux du fonctionnement de l'administration d'un État. Que ce soit avant, pendant ou après les élections, le service public ou tout autre événement, le service public doit continuer à fonctionner, quelle que soit la situation. Les usagers ont des problèmes au quotidien et l'administration que nous représentons, pour laquelle nous travaillons, doit trouver des solutions à leurs problèmes au quotidien. À quelques heures du verdict du Conseil constitutionnel, le Cameroun vit entre deux tempos, celui du politique, rythmé par l'attente et les spéculations, et celui de l'administration qui poursuit calmement son œuvre quotidienne. Une manière peut-être de rappeler que l'État, lui, ne se met jamais en pause. Et la tension monte à Garoua, dans la région du Nord, où des sympathisants du candidat Issa Chiroma Bakary sont descendus dans les rues pour scander le nom de leur leader, qu'ils présentent comme le vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre. Les troubles qui ont commencé lundi soir se sont intensifiés ce mardi et ont été marqués par des affrontements entre des manifestants et la police anti-émeute. Coups de feu, tirs en l'air, gaz lacrymogène et canons à eau ont été utilisés pour disperser la foule qui, elle, munie de pierres, tentait de résister. Des affrontements qui auraient entraîné le décès d'une femme, ce qui a déclenché une indignation encore plus grande dans toute la ville. Et alors que la capitale de la région du Nord est en pleine crise, beaucoup craignent le pire en cette période post-électorale. Le reportage de Fondre Marquet sur des images de notre correspondant
Daniel Aman. Political tensions continue to rise as fresh demonstrations erupt in Garoua, the regional capital of the North Region, stronghold of opposition leader and 2025 presidential candidate Issa Chiroma Bakari. Since Monday night, October 20 through Tuesday, October 21, 2025, protesters, mostly supporters and militants of the FSNC party, alongside commercial motorbike riders, have taken to the streets in celebration, claiming victory for their candidate in the October 12 presidential election. The situation grew more tense on Tuesday, with protesters engaging in a standoff with anti-riot police. As demonstrators began throwing stones, police responded with gunfire into the air to disperse the crowds. Parce qu'il y a les militaires là-bas à l'intérieur de la soude de coton. Ils sont en train de... Voilà les coups de feu, des bandades. Coups de feu et des bandades. Voilà ça. Les gars fuient. Others were tear gassed, while water cannons were used to break up the rioting. Regardez la lacrymogène là. Mais c'est le niveau, hein. L'eau là même là aussi, mais c'est le niveau, hein, gars. Hey. Hey. At the time of this report, a female teacher identified as Zuhaira of a called Franco Arab was reportedly hit by a stray bullet, escalating tensions further and prompting even more people to flood the streets in protest. Et pour faire le point de la situation à Garoua, dans la région du Nord, notre correspondant Daniel Aman est en ligne. Bonsoir Daniel Aman. Bien bonsoir, bienvenue à Garoua et bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de Balafon Télévision. Daniel Aman, comment se porte la ville de Garoua à cette heure de la journée ce mardi? Présentement, la ville de Garoua est très calme. C'est un calme relatif. Il faut dire que depuis quelques heures, le Garoua retrouve la calmie après une journée échauffourée. Daniel Aman? Oui. Oui, la ville de Garoua, vous le dites, à cette heure de la journée se porte bien, mais on l'a suivi tout à l'heure avec Fandre Marquez, notre reporter, que la journée a été suffisamment mouvementée de ce côté. On annonce d'ailleurs le décès d'une dame, une enseignante. Est-ce que cette information est avérée? Cette information est avérée. Nous avons eu le grand frère de cette jeune dame de 24 ans, enseignante à l'école franco-arabe à Garoua, qui a été tuée par une balle perdue. Alors, ce qui s'est passé dans la journée, il faudra dire que c'est la suite de ce qui a commencé depuis hier aux environs de 22 heures, où des supporters qui scandaient le nom de l'un des candidats en liste qui est notre que Issa Chiroma Bakari. Cette manifestation a duré presque 3 heures de temps d'hier et ça a continué ce mardi dans les environs de 13 heures et que ces mêmes personnes ou d'autres personnes qui arboraient le t-shirt et les maillots et les pailles de Issa Chiroma avec des banderoles qui ont commencé à manifester, à circuler dans les artères de la ville de Garoua. Ils ont été stoppés net, non loin de l'axe de la grande mosquée de Garoua, donnant vers la délégation du MINSEP. Pour ceux qui connaissent déjà la ville de Garoua, jusqu'à la direction de la Soude de Coton, ils ont été stoppés net par la gendarmerie camerounaise. C'est là où tout a dégénéré avec les jets de cailloux et les coups de pistolets ont été entendus. Le coup d'arme a été entendu et les jets de gaz lacrymogène qui a dispersé. Et cette tension est restée vive jusqu'à 18h cet après-midi où la population est rentrée et cet axe est fermé. Actuellement, cet axe est fermé, cadré complètement par la gendarmerie nationale.
Daniel Amani, y a-t-il eu des interpellations, des arrestations, des blessés au-delà de l'assassinat de l'enseignante décédée après avoir reçu une balle perdue? Oui, les arrestations, il y a eu des arrestations. D'abord, on revient dans la journée du 13. Il y a eu des arrestations. Le 13 octobre, il y a eu des arrestations et la moitié de ces personnes interpellées ont été libérées. Et aujourd'hui, il y a au maximum 4 interpellations. Il n'y en a pas eu assez, comme un communiqué qui circulait, il n'y a pas eu assez. On a vu 4 individus dans la pick-up, interpellés dans la pick-up de la gendarmerie. Et pour du côté des blessés, il y en a eu des blessés. Des élèves ont été blessés, des élèves de l'école bilingue de Garoua, de l'école Sainte-Thérèse, puisque toute la manifestation s'est passée entre ces 2 établissements-là. À partir du carrefour pour ceux qui connaissent effectivement Garoua, à partir de la grande mosquée de Garoua, en allant vers la ville, en traversant la délégation du MINSEP, le lycée bilingue de Garoua, Sainte-Thérèse, avant d'arriver au lycée classique. Alors, c'est dans ce couloir-là que la manifestation a commencé, dans les environs de 13-14 heures. Il y a eu des coups il y a eu le gaz lacrymogène qui a effectivement affecté beaucoup des élèves qui sortaient déjà pour rentrer et d'autres étaient obligés de rentrer dans les établissements. Et au lycée bilingue de Garoua, c'est les manifestants ont envahi cet établissement-là. Ils sont entrés dans l'établissement et ils ont sauté de l'autre côté de la clôture. Alors le coup le gaz lacrymogène a touché certains élèves qui sont même, d'autres sont même encore à l'hôpital. Et il y a un autre élève qui a été blessé par balle. On ne sait pas par qui, soit du côté des FMO ou des manifestants. Nous n'en savons rien, mais il est interné à l'hôpital régional de Garoua et du côté de FMO, il y a également des blessés, mais pas de graves quand même. Vous parlez de blessures d'un élève par balle. Ces manifestants qu'on a vus dans les images et que vous avez vus sur le terrain, étaient-ils armés? Il faut dire, ces jeunes-là réclamaient la victoire de Tiroma Bakary. Ils étaient en train de manifester, ils étaient en train de marcher pacifiquement du moment. Et ça a dégénéré avec des convois d'une équipe de la gendarmerie. Il faut dire que la gendarmerie a passé toute une nuit blanche avec, il fallait disperser d'abord ceux qui manifestaient dans la nuit. Ils ont passé une nuit blanche et ils ont repris le travail et on peut dire peut-être la tension qui a mené ces jeunes à dégénérer face à ces manifestants. Et on a vu également ces manifestants ovationner les militaires. Ils ont allé saluer même une pick-up pleine de militaires. Bon, alors on a essayé de comprendre ces jeunes-là, pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils nous ont dit carrément que non, ils revendiquent leur victoire. À quel point la situation vécue ce jour et hier dans la ville de Garoua a paralysé les activités de la ville? Il faut dire que ce matin, ça a été, une fois que cette manifestation a été lancée, à partir de 15 heures, le marché, 90% des boutiques étaient fermées. Et la boutique, le grand marché, les boutiques des grands marchés, nous avons sillonné dedans. Le 90% de ces boutiques ont fermé carrément pour créant la manifestation et créant également le marché d'être incendié. Alors, ils ont préféré fermer boutique. Et la ville n'est pas paralysée. Du côté de Yelwa, où là-bas, tout se passe très bien. Mais la tension reste vive du côté des secteurs de Tissa Tiroma Bakary, du quartier Laindé, Marouaré, en allant vers Nigériaré et puis Pumpumbre. La tension reste vive de ce côté-là. Alors, de l'autre côté de Yelwa, le grand Yelwa, ou quartier Bamileke, Toporiré, Mérite, la calmie là-bas dedans, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe de l'autre côté de la ville de Garoua. Et les bureaux, les services continuent normalement et il faudra dire que le préfet du département de la Benoué, Oumarou Amanwabi, a convoqué une réunion pour revenir sur son arrêté qui interdit à partir d'aujourd'hui, la circulation de mototaxis de 20h
à 5 heures du matin pour expliquer cela et pour qu'il y ait large diffusion. Et il n'est pas revenu sur la manifestation de la journée. Nous pensions qu'il allait revenir. Peut-être qu'il n'a pas tous les éléments pour nous donner. Et nous lui avons dit, nous restons accrochés pour la suite des événements puisqu'il est l'homme le plus renseigné de la Benue. Justement, Daniel Aman, vous dites que le préfet du département de la Benue a insisté sur son arrêté interdisant la circulation des motos de 20h à 5h du matin dans la ville de Garoua. Aujourd'hui, quelle est la situation actuellement dans la ville? Est-ce qu'on voit les motos circuler dans la ville ou cet arrêté a été respecté par les conducteurs? Cet arrêté a été respecté. A été respecté tout à l'heure quand nous partions de la ville pour la maison. Les motos taximan commençaient déjà à plier bagages, à rentrer. Nous savons que au niveau de la BEAC de Garoua, il y avait l'attroupement de motos là-bas à partir de 18h jusqu'à 19h et autour d'un secteur qu'ils appellent la FADA, où ils boivent le thé vert qu'on appelle le Arda. Ils ont commencé à disperser. Il n'y avait plus de mototaxis dans la circulation. Et que vu même, on s'est dit qu'avec la manifestation qui a eu lieu, même les bars ont vidé. Même les bars, les bars, les snacks et autres ont vidé carrément. Il n'y a pas de clients. D'autres sont en train de fermer. Et peut-être la psychose est en train de prendre dans la ville de Garoua, mais le calme est là. On s'est dit que bon, c'est un calme relatif qui peut peut-être amener ces mototaximans à comprendre que l'autorité a toujours droit sur la loi. Merci beaucoup Daniel Aman pour toutes ces informations. Très bonne fin de soirée à vous. Merci bien, frère, et bonne continuité du journal. Après Garoua, dans la région du Nord, à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, la situation est relativement calme, mais la ville est en alerte. Les conducteurs de mototaxis sont dans le viseur des autorités. Le préfet Christophe Faufier du département de la MIFI a mis en garde tout conducteur de mototaxi qui utiliserait dans son tuyau d'échappement un dispositif similaire à une détonation. Selon l'autorité administrative, ce bruit contribue à la nuisance dans le département et crée des alertes facticides. Les précisions de Franck Duroc-Tassonquin à Bafoussam. Dans le viseur, les conducteurs de moto, les détonations inattendues provoquées par l'utilisation de dispositifs dans les tuyaux d'échappement des motos à Bafoussam sont à l'origine de plusieurs situations désagréables. Sur les motos, aujourd'hui, il y a plein de motos dehors qui font trop de désordre. Par exemple, nous avons certains jeunes besquineurs là. Ils ont opéré le tuyau de leur moto. Et quand ils roulent, par moment là, le tuyau là, ça fait comme l'arme qu'on a tiré, ça dérange la circulation. Cela vraiment, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Ces détonations sèment la confusion et créent la panique auprès des populations de la MIFI, confirment certains conducteurs de moto. Qui souffrent d'asthme, les crises cardiaques, et j'ai déjà vu dans la rue, comme maintenant c'est la rentrée scolaire, là, plusieurs jeunes ont ces tuyaux-là. Quand ça ne vient pas, tu vois comment quelqu'un, il saute même. Dans la foule, derrière moi, la Sokada, une maman s'est évanouie à cause de ça. Ah, Sokada, ouais. À cause du tuyau qui fait pas, parce que ça lâche jusqu'à... Il y a des fois que ça lâche jusqu'à tu crois que c'est l'arme. Parce que dans le tuyau de la moto, il y a les chambres à l'intérieur. Et quand on supprime certaines chambres maintenant, le tuyau a la capacité, là, lorsque tu accélères, tu lâches de tirer comme si c'était l'arme. Dans un contexte électoral déjà tendu dans certaines villes du pays, il y a lieu de sensibiliser davantage. Tout jeune comme moi, tout jeune qui a ces tuyaux-là, je l'ai pris d'enlever ça sur leur moto parce que maintenant, ils ne sont pas en sécurité. Avec la police qu'on voit partout là, je ne pense pas que si ça fait ça près d'un policier qui a son arme chargée, le policier ne doit pas, il serait prêt à riposter, il doit agir. Donc ils ne sont pas en sécurité. Nous prions, mes frères jeunes, d'enlever tous ces tuyaux-là sur nos motos. Alors que la ville de Bafoussam attend la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, le préfet Christophe Faufier du département de la MIFI vient de servir une mise en garde aux utilisateurs de ces dispositifs. L'autorité administrative indique que ces détonations ont déjà fait plusieurs victimes qui sont aujourd'hui prises en charge dans les formations sanitaires de la ville.
Et au milieu de toutes ces tensions, le Parti camerounais pour la paix, la réconciliation, la stabilité et la reconstruction, dirigé par Gervais Kamdom, s'engage à réconcilier le peuple. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi dans la ville de Douala, il a fait part de sa volonté de bâtir des structures qui rendront au pays sa grandeur. Pour y parvenir, le président de ce parti politique a insisté sur la nécessité d'entendre la voix des sans-voix. Il a par ailleurs exhorté les populations à rester calmes dans l'attente de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre. Je vous invite à suivre Gervais Kamdom et son secrétaire général Fondji Ignatius Ngwa dans cette attitude captée par Jiré Sazangé. Fight to reconcile the people of Cameroon. That is our first priority, to bring the people together and try to teach them how can we live without violence. How can we accept the fact that we are the voiceless and see how we can fight for our right and bring this country to where it belongs. We are coming out with a political party, and the first thing that we are doing is to put in structures. The structures themselves are enough to start the reconciliation, because what Cameroon lacks is what to do, how to handle the people, and to carry out activities that represent the interests and aspirations of the common man. So when the common man is satisfied, things get moving from there. Également dans l'actualité, affaire Martinez-Zogo, le tribunal militaire à Amplitude FM. Ce mardi, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Martinez-Zogo, le tribunal militaire a effectué ce jour une descente dans les locaux de la radio à Amplitude FM, où le journaliste officiait en tant que chef de chaîne et animateur. L'objectif de cette démarche était d'écouter l'ensemble des enregistrements des dernières émissions animées par le défunt. L'opération s'est déroulée en présence des avocats ainsi que des anciens collègues du défunt Martinez-Zogo. Voici la réaction de quelques avocats présents ce jour aux réactions captées par Julien Bapongui. Je pense que nous évoluons positivement. Le mobile du crime est en train d'être décelé. Je pense que c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Sur le point de la forme, nous avons souligné d'ailleurs qu'il y avait un petit souci. Mais le tribunal nous a assuré qu'on est venu juste écouter ces bandes. Et par la suite, donc, le tribunal a décidé de saisir ces bandes et de les mettre sous scellé. Alors, ça veut dire que ce qui aurait dû être fait avant est en train d'être fait pendant le procès, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est même pas le président qui aurait dû demander qu'on saisisse ces bandes, c'est au niveau de l'information judiciaire ou alors de l'enquête qu'on aurait dû saisir les bandes si on estimait que ces bandes avaient quelque chose à voir avec ce procès. C'est ce que nous avons toujours estimé, et aujourd'hui, au sortir de cette écoute, le tribunal a estimé que ces bandes puissent être placées sous scellé. Nous sommes petit à petit en train de reconstituer le puzzle. Et surtout que avec l'écoute que l'on a eue aujourd'hui, ça vient mettre une dernière couche sur le mobile de cet assassinat. Donc, à travers des propos tenus par Martinez, les noms cités par Martinez, on commence à comprendre en fait ce qui a amené à cet assassinat d'une certaine atrocité. Donc, voilà mon sentiment aujourd'hui. Pas à pas, on s'achemine vers la vérité. Ça vient conforter certains témoignages, ça vient même conforter les premiers témoignages dans cette procédure qui ont orienté vers les multiples interpellations qu'il y a eu. Donc cette écoute, ces audios sont bienvenus dans le cadre de la manifestation de la vérité. Quel regard portent des citoyens, acteurs de la société civile et de l'opposition sur les organes chargés du processus électoral au Cameroun? Elections Cameroun, le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel n'ont pas bonne réputation auprès de l'opinion
En général, ces trois organes sont accusés d'être régulièrement juges et parties dans l'arbitrage des contentieux électoraux en raison de la désignation de leurs responsables par le président de la République et président national du RDPC. La lecture de Jean-Paul Chougnat. De la tenue du scrutin le 12 octobre dernier, à moins de 24 heures précédant la révélation officielle du vainqueur de cette élection présidentielle, très disputée entre le président sortant Paul Biya du RDPC et Issa Chiroma Bakary du FSNC, les citoyens camerounais et les électeurs en particulier ont chacun un mot à dire sur Elections Cameroun pour le déroulement des opérations de vote, le dépouillement d'une part et de l'autre, la proclamation du verdict final par le Conseil constitutionnel. Quoi qu'il en soit, la direction générale de l'ECAM, le conseil électoral et tout le top management de ces organes et leurs agents sont fatalement les plus mal aimés de l'heure. Pour avoir été depuis toujours critiqués et dénoncés de rouler pour le pouvoir qui les a choisis d'entre les militants du RDPC pour les nommer au sein de la machine en charge des élections au Cameroun. Des leaders de partis politiques de l'opposition et acteurs de la société civile citent comme éléments ayant créé cette crise de confiance. Par exemple, le refus du directeur général de l'ECAM de publier la liste électorale nationale en violation de l'article 80 du Code électoral, l'élimination de la candidature de Maurice Kamto, les dénonciations des tripatouillages impliquant des agents de l'ECAM entre autres durant le scrutin du 12 octobre. Avec le transfert des procès-verbaux compilés dans les 58 commissions départementales de supervision. Elections Cameroun a joué sa partition comme elle a pu, remettant à la Commission nationale du recensement général des votes, dont le travail a été bouclé avec à sa tête un membre du Conseil constitutionnel. Avec cette passe décisive du magistrat Émile Essombe à son collègue Clément Atangana pour proclamation officielle des résultats, le Conseil constitutionnel, de sa réputation d'irrecevabilité légendaire, ne saurait effacer les griefs que lui reprochent des acteurs politiques de l'opposition pour avoir à plus d'une fois refusé de dire le droit en rejetant systématiquement les requêtes des candidats engagés aux dernières consultations électorales de 2018, 2020 et 2025. Merci Jean-Paul Chougnat. Merci également à ceux qui nous rejoignent dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Nous sommes en direct jusqu'à 21h. Que veut le peuple camerounais en cette période post-électorale? La question se pose. Et nous avons le plaisir de recevoir le docteur Franky Djanda, docteur en droit public, analyste juridique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci, bonsoir Madame Mayo, bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir aux autres invités ici présents sur le plateau. Merci à vous pour nous avoir conviés ce soir. Patrice Kadji, juriste, communicateur, est également avec nous ce soir. Bonsoir Patrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci, bonsoir Claude Mayo. Permettez-moi également de dire bonsoir, un chaleureux bonsoir comme ça à vos millions de téléspectateurs. Il faut dire que j'ai été victime du mystère Mayo, parce qu'à peine arrivé au Cameroun, je reçois le premier coup de fil, c'est le vôtre, m'invitant à prendre part à ce débat. Je dirais que j'ai accepté de venir pour une chose, parce que je crois que nous nous apprêtons à écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Il est important pour nous, considérés comme étant des leaders, de notre point de vue sur l'évolution politique de notre pays. Et quand je viens sur un plateau, je suis guidé toujours par deux choses. Primo, par le bon sens. Comme le disait René Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Il ne suffit pas de l'avoir, mais de bien l'appliquer. Et secondo, je suis également guidé par l'objectivité. Parce qu'au-delà de tout, on peut tout fuir sauf sa conscience. Et donc, on doit toujours faire preuve d'objectivité. Et donc, je suis heureux d'être là. C'est noté. Merci beaucoup, Patrice Kadji. Sylvain Tchokoga est également avec nous, journaliste politique. Sylvain, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci, Mayo. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie également l'automanagement de cette télévision qui essaye, comme elle peut, de mettre en tout cas l'information et décrypter l'actualité minute by minute, afin de permettre aux Camerounais de pouvoir effectivement être au fait de l'évolution de l'actualité dans notre pays. C'est tout le plaisir que nous
hommes de médias, nous souhaitons, et c'est un honneur également de constater que la femme que Mayo est, de plus en plus dans le landerneau de l'animation de débats politiques, on ne voyait que des hommes. Maintenant, on prend goût, on y prend goût sérieusement avec beaucoup d'intérêt de voir que ce que vous faites également en tant que femme dans la modération des plateaux de débats politiques devient de plus en plus quelque chose d'intéressant. Merci. Merci Sylvain, vous voulez déjà me flatter, mais on va parler des choses sérieuses. Et justement, tout à l'heure, dans la partie consacrée au journal, on revenait sur cette journée dans notre pays, manifestation enregistrée à Garoua, manifestation enregistrée à Yaoundé, un mort à Garoua, des blessés. On n'a pas encore le bilan de la ville de Yaoundé, mais on sait au moins que la police anti-émeute a pu intervenir à temps et disperser la foule. Je vais commencer par vous, docteur Franky Djanda. Que reflètent de votre point de vue ces manifestations observées de plus en plus depuis le scrutin du 12 octobre? Alors, je pense simplement que la manifestation ou les manifestations qui se passent aujourd'hui c'est pas quelque chose d'étonnant. Parce qu'en réalité, lorsqu'on observe bien la société camerounaise depuis peu, on se rend compte que la crise, elle est profonde. La crise, elle est profonde. Aujourd'hui, les Camerounais ont besoin d'un lendemain nouveau. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous pensons que le problème qui se pose au Cameroun est un problème constitutionnel. La Constitution, Madame Claude Mayo, est la norme suprême et fondamentale d'un État. C'est elle qui organise les pouvoirs de l'exécutif au sein d'un État. C'est elle, par ailleurs, qui confère les rapports qui peuvent exister entre ces mêmes pouvoirs au sein d'un État. C'est elle qui encadre le pouvoir de l'organe juridictionnel et qui prévoit l'éventualité de sa nomination. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans un contexte où les populations ressentent une crise. Et la crise, elle est sociale, la crise, elle est économique. Je ne pense pas que si ces populations, aujourd'hui, étaient occupées en train de travailler, à exercer certaines activités, les gens ne descendraient pas dans la rue. Donc aujourd'hui, nous pensons réellement que l'exécutif et les pouvoirs publics gagneraient à prendre en considération un certain nombre de revendications, gagneraient en réalité à organiser les pouvoirs de telle sorte que l'exécutif puisse également déléguer les prérogatives à d'autres autorités qui vont pleinement agir en se détachant de ce pouvoir de gratitude qui les a mis à un poste pour être davantage redevables et exprimer le pouvoir d'ingratitude. Donc vous pensez que ces manifestations-là sont l'expression d'un mal-être? Justement, c'est l'expression d'une frustration. C'est l'expression d'une frustration. Nous sommes dans une société où les populations ont longtemps accumulé et ont l'impression que nous tombons dans une période transitoire. Vous voyez aujourd'hui, les mouvements qui avaient commencé en 2018 ici au littoral, à l'extrême nord, au nord, on avait l'impression qu'ils étaient étrangers à ces mouvements. Mais aujourd'hui, vous voyez comment le mouvement se généralise. Actuellement, il est perceptible à Tchan. Actuellement, il est perceptible à Yaoundé. Il est perceptible à Kousséri. On ne le dit pas. Il y a même les rumeurs qui disent que tout à l'heure, il y a une dame qui est décédée. Bon, c'est vrai que ça reste encore purement informel puisqu'aucune note administrative n'est sortie pour l'heure. Tout à l'heure, voilà, tout à l'heure, le préfet du Nord a sorti une note portant limitation de la circulation des motos, des engins à 2 roues. Le préfet de la Bénoï. Exactement, de 20h à 5h du matin. Vous voyez qu'en réalité, l'ordre public est menacé parce que les populations revendiquent un vent nouveau. Les populations recherchent cette lueur d'espoir, cet individu providentiel qui viendra à eux afin d'améliorer les conditions de vie. Donc nous pensons réellement que la crise, elle est sociale, elle est économique et elle impacte sur le plan financier. Quel est donc le rapport ou le lien, Patrice Kadji, entre cette crise, ce mal-être dont parle le docteur Franky Djanda, le mal-être de la population et la chose politique? Est-ce que l'élection présidentielle n'était simplement qu'un prétexte? Écoutez, je vais aller dans une démarche pédagogique, parce que j'aime souvent cette démarche-là, pour parler de l'élection. C'est quoi l'élection? En un mot, c'est un moment historique d'un pays où les électeurs, les Camerounais, ou les citoyens d'un pays se dirigent vers des bureaux de vote pour opérer un choix
un choix pour leur avenir. Parce que vous savez que celui qui gère un pays est responsable du destin de sa population. Et donc, quand vous avez une élection, les 3 choses qui peuvent occasionner des mécontentements, parce que souvent on se focalise beaucoup plus sur les conséquences d'une situation et non sur les causes. Il faut toujours se focaliser sur les causes. Mais lorsque vous prenez l'histoire de la Première Guerre mondiale, vous avez évoqué les causes, en fait, sont plus importantes. Alors, la première cause qui peut générer le mécontentement, c'est si l'élection a été entachée d'irrégularité. C'est-à-dire que de fraude et autres, voilà. La deuxième chose, c'est si on n'a pas pu contenir les gens durant la période d'attente des résultats. La troisième chose, c'est si on n'a pas respecté le choix de la souveraineté. Et vous savez, la souveraineté, moi j'aime bien cette expression, ou ce mot, c'est l'un des principes de la démocratie, Claude Maillot. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Moi je voudrais que les Camerounais comprennent que le respect, ou nos institutions, ceux qui nous dirigent, comprennent que le respect de la souveraineté n'est pas une chose, n'est pas une faveur qu'on fait à une population. C'est un principe de la démocratie. Mais est-ce que ce sont ces 3 éléments-là qui devraient justifier j'en arrive. la violence, non, les manifestations? Non, écoutez, personne, aucun Camerounais ne veut la violence. Mais chaque Camerounais est pris par le changement. Chaque Camerounais qui incarne le changement veut une seule chose, que le respect de son choix, que le choix qu'il a opéré soit respecté, c'est tout. Lorsque vous n'avez pas cette démarche, cela peut occasionner ce qu'on voit. Notre souhait, pour nous qui sommes jeunes, c'est que le pays soit toujours en paix et qu'on ne paie un changement dans la paix, mais que le respect de la souveraineté populaire ne soit pas une chose comme une faveur, mais que cela soit, n'est-ce pas, une chose inévitable pour que nous puissions être un exemple de démocratie dans le monde entier. Parce que vous le savez, Claude Maillot, je le disais à l'entame, les gens se focalisent beaucoup plus sur les conséquences que les causes. Il faut faire très attention. Tout à l'heure, vous parliez d'une personne décédée à Garoua par rapport à ce qui s'est passé. Vous dites une personne décédée, mais je vous dirais plutôt que c'est un mort de trop. On n'en a plus besoin. Mais je vous rappelle que le Cameroun est quand même l'un des rares pays dans le monde entier, ou en Afrique, pour ne pas exagérer, qui a connu une guerre d'indépendance. C'est-à-dire qu'on a lutté pour l'indépendance de notre pays. Et nos parents, nos héros qui ont lutté pour cette indépendance, ne veulent pas nous voir dans le chaos. Pour leur mémoire, on doit respecter la souveraineté populaire. C'est très important. Et quand je le dis avec beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce que je considère cette période comme étant une période extrêmement sensible. Et je ne voudrais pas que demain, on se retrouve en train de regretter. Déjà que nous ne sommes pas un pays assez développé. Donc, le peu que nous avons, nous devons le préserver. Et pour cela, on doit éviter d'aller dans l'extrémisme. On va revenir à vous tout à l'heure, Patrice Kadji. Sylvain Chokoga, selon Patrice Kadji, les Camerounais veulent que leur choix soit respecté. C'est tout. Les Camerounais doutent. Et d'ailleurs, ils le font savoir à chaque fois dans les interviews, sur les réseaux sociaux. Ils doutent d'Elections Cameroun, ils doutent du Conseil constitutionnel, bien que le Conseil constitutionnel ne se soit pas encore prononcé, n'ait pas encore proclamé les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre. Est-ce qu'ils ont raison ou bien est-ce qu'ils ont des éléments concrets qui pourraient justifier effectivement ces soupçons-là ou ces doutes? Sinon, pourquoi ne pas attendre la proclamation des résultats avant de véritablement exprimer peut-être son ras-le-bol? Merci. Cette belle image que vous placez avec beaucoup d'incursions va me permettre d'aller beaucoup plus très au fond. En fait, les Camerounais ne demandent pas. C'est un droit. À partir du moment où commençons par les camps, ce n'est pas maintenant. On a vu dans notre pays, déjà en 2018, une élection présidentielle fortement contestée. On a vu dans notre pays, en 1992, une élection présidentielle fortement contestée. On est parti de Onel 1,
2, ensuite ELECAM en 2012. On se disait, oui, finalement, on a peut-être un organe qui peut porter la volonté populaire telle que exprimée dans les urnes. Mais du jour au lendemain, on se disait que le système qui avait pris le pouvoir en 92, malgré les contestations, en mettant de côté ONEL, avait pris en compte les revendications posées par les acteurs politiques. On est allé crescendo davantage jusqu'en 2004. On a connu les mêmes problèmes. En 2011, c'était la même chose. On retrouve le curseur en 2018. Et ce curseur-là a donc mis sur la table une chose, qui était laquelle? Donner aux Camerounais un cadre normatif moderne d'organisation des élections. C'était en réalité pour qu'on évite la situation dans laquelle on est en train progressivement de s'acheminer aujourd'hui, sans toutefois. Parce que quand vous dites qu'il ne faut pas aller vers la violence, vous voyez que mes deux prédécesseurs ici ont dit quelque chose. En réalité, qui est en train d'inciter à la violence? À partir du moment où, en 2019, on a eu des acteurs qui ont mis sur la table comme préalable moderniser le code électoral à travers les acteurs de façon consensuelle. Refonte même du système électoral oui, de manière générale. De manière générale, du processus. On a fait totalement la sourde oreille qu'aujourd'hui, on arrive à vous dire qu'après une élection, au XXIe siècle, en 2025, pour autant, il y a plusieurs élections en Afrique francophone, noire, cette même année 2025, et qu'on a bien constaté que les résultats ont été rendus dans les moindres détails et avec la dextérité la plus simple, la plus simplifiée. Or, ce dont on assiste aujourd'hui permet quand même d'imbéciliser les Camerounais parce qu'on a quand même, au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, une ressources humaines intelligentes. Qu'on en soit à vous dire pourquoi on ne doit pas donner les tendances au soir des résultats. Donc, ce que veulent les Camerounais? Non, les Camerounais, en réalité, Mayo, nous devons être clairs. Ils veulent les résultats. Nous devons être clairs. Ce qu'on a intitulé les procès-verbaux, en réalité, qu'est-ce qu'on met dans procès-verbaux? Les résultats dans tous les pays du monde sont les résultats issus des dépouillements. Quand on parle de dépouillement, c'est-à-dire à 20h, chaque Camerounais dans le coin de là où il se trouve, en tant que Camerounais, sait exactement ce qu'il s'est passé dans un dépouillement, dans un bureau de vote, dans une ville, dans un arrondissement. Plus loin, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de temps, les acteurs politiques, effectivement, ont évoqué la suspicion de l'absence d'indépendance de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Mais cela, on a laissé passer ça. On a laissé passer ça. Aujourd'hui, disons-nous quand même que la vérité est quelque chose qui devrait guider. Nous devons interpeller la classe intelligente de notre pays. Il faut la refaire. Parce qu'on assiste beaucoup plus à un discours clivant, partisan, au lieu d'un discours de la vérité. Parce que la vérité, elle est connue. Elle n'est pas discutable. Elle n'est pas muable. Mais ce qui se passe chez nous, c'est quoi? C'est que ceux qui se sentent du camp des plus forts, vous pouvez le constater, se trouvent permanemment dans l'arrogance, dans le mépris, dans la condescendance, à se dire que parce que vous n'êtes pas 180 au Parlement, parce qu'il y a un bord qui a plus de députés et plus d'élus, c'est-à-dire on a une démocratie, je ne sais même pas si ces discours s'accommodent avec la démocratie. Parce que si on fait une démocratie en se disant qu'il y a les plus beaux, il y a les plus forts et il y a les plus faibles, ça conduit à quoi? À l'enseignante qui est morte aujourd'hui. Et ça, je vais donc dire encore. Vous voyez que l'histoire, elle est têtue. Elle est extrêmement têtue. Comme les faits. Comme les faits. Les faits, c'est quoi? C'est que nous sommes en train d'assister à un moment où, l'année dernière, on a 2 ans, où les enseignants ont passé
l'OTAN a martelé le fait qu'ils ne sont pas payés. Ils sont maltraités. Et souvenez-vous que c'était toujours dans la partie septentrionale qu'on a perdu un enseignant mort qui attendait son rappel depuis plus de 13 ans. Aujourd'hui, c'est toujours dans la partie septentrionale pour des faits dont les populations réclament simplement que la vérité, la volonté soit éclairée, soit dite. On en perd une enseignante et vous voyez donc que là, ça, qu'est-ce que vous voulez d'ici demain ou d'ici tout à l'heure, les enseignants vont se demander est-ce qu'ils ne sont pas la proie facile. Il faudrait déjà avoir les circonstances de décès de cette enseignante. Cette enseignante. Dans quel contexte? Justement, il faudrait déjà. Claude Maillot. Sylvain, il faudrait déjà avoir les circonstances de décès le contexte qui prévaut actuellement dans notre pays. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que nos amis, nos frères et sœurs, qui sont des collaborateurs du président Paul Biya, président de la République actuellement encore, qui puisse dire souvent la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'on a une élite qui est restée permanente dans la recherche de tout sauf les vraies solutions. Ça, nous l'avons compris. Et ça a conduit Sylvain, à quoi? À un contexte qu'on ne peut pas gérer aujourd'hui. Docteur Franky Tchanda, les Camerounais le disent. Ils veulent la neutralité des institutions en charge de l'organisation de l'élection au Cameroun. Ils le redisent, ils le martèlent à chaque fois, même durant cette période où on attend les résultats de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est encore le moment d'attendre une neutralité ou l'impartialité des membres du Conseil constitutionnel, la transparence au niveau d'Elections Cameroun? Est-ce qu'à cette étape du processus, les dés, en quelque sorte, ne sont pas déjà jetés? En réalité, a priori, les dés semblent jetés parce que les procès-verbaux, peut-être, ont déjà été acheminés. La Commission nationale de recensement a terminé. Et a priori, depuis aujourd'hui, même, il y a certaines tendances qui commencent déjà à sortir. Mais en réalité, je vais vous surprendre, Madame Claude Maillot, c'est que le juge constitutionnel, je pense réellement que les dés ne sont pas jetés. Parce que la juridiction constitutionnelle est celle-là en charge de la protection de la Constitution, de la protection des principes et valeurs que revêt la Constitution. Alors, voir un juge constitutionnel neutre qui agit dans son office ne serait pas surprenant. Sous d'autres cieux, on en voit. On a vu dernièrement au Sénégal, où les juges constitutionnels sont nommés tout comme les juges constitutionnels camerounais. Mais ça n'a pas empêché que les juges constitutionnels sénégalais interdisent ou bien refusent la tentative de modification de la date électorale par l'ancien président, le président sortant Macky Sall. Donc, ça a été également le cas sous l'ère Kateri Panza en Centrafrique. Donc, le Cameroun n'est pas un modèle isolé. Il faudrait juste que l'organe juridictionnel, l'organe constitutionnel s'affirme réellement dans sa fonction. Même si dans les faits, on a l'impression que les membres du Conseil constitutionnel sont davantage assujettis, inféodés à l'organe politique et ce qui est de nature à ne pas véritablement assurer leur neutralité. Mais l'organe juridictionnel reste celle-là qui est en charge de la protection de la Constitution. Nous avons vu dernièrement le cas du Bénin où le juge constitutionnel avait été saisi par certains citoyens dans le but de réclamer, de revendiquer les PV. Pourquoi ne pas instituer ça? Un modèle où le peuple puisse également saisir l'organe juridictionnel. Pourquoi cette compétence est uniquement réservée à certaines autorités? Vous avez vu le SDF, vous avez vu le PCN qui ont retiré leur recours, leur désistement. C'est vrai que sur le plan légal, l'ordonnance portant, la loi portant organisation judiciaire au Cameroun prévoit lorsque vous remplissez les conditions, vous avez les trois conditions, la qualité, la capacité, l'intérêt, vous pouvez rester en justice, vous pouvez saisir la juridiction, prévoit également, va plus loin, en disant que la même personne qui a saisi la juridiction peut se désister. Donc là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais dans le fond, sur le plan social, sur le plan de la défense des intérêts, c'est-à-dire des irrégularités qu'il y a eu sur le terrain,
on a l'impression que ces partis politiques, peut-être quelque part, commencent déjà à reconnaître une certaine victoire, mais on n'en est pas là. Je voudrais Dr Franky Djanda, qu'on insiste un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le rôle que peut jouer le peuple. Aujourd'hui, le peuple, en tout cas une partie de la population, est en train de montrer qu'il n'y a que la rue, il n'y a que la manifestation des sorties comme celle qu'on voit là à l'image, pour faire pression sur les institutions. Et vous disiez tout à l'heure que le peuple peut également saisir des institutions comme Elections Cameroun ou même le Conseil constitutionnel pour que le droit soit dit ou pour que la loi soit respectée. Mais est-ce que ce peuple-là est suffisamment édifié, éduqué dans ce sens? En réalité, le peuple camerounais manque beaucoup d'éducation, mais je reste convaincu que ces manifestations sont une démonstration d'une certaine protection de la Constitution. Parce que j'ai envie de vous dire que dans un État, le principal garant pour moi de la Constitution, c'est l'exécutif. Mais lorsque l'exécutif faillit, c'est-à-dire nous nous trouvons dans un triangle où l'exécutif, puisque c'est le peuple qui détient le mandat, qui donne mandat à un individu, et le peuple contrôle ce mandat. Maintenant, lorsque le dépositaire, celui qui est censé exercer le mandat, ne parvient pas, on a d'un côté l'intervention de l'autorité militaire, chose qui n'est pas le cas au Cameroun, mais le peuple peut également intervenir en tant que ce protecteur, puisque c'est lui qui détient le mandat. C'est simplement, nous sommes dans un système où les manifestations publiques sont davantage perçues comme étant des formes d'insurrection. Peut-être parce que l'autorité administrative n'encadre pas davantage cette forme d'expression de liberté, d'une liberté fondamentale. Le peuple aujourd'hui camerounais gagnerait davantage à se constituer comme décideur informel. Je pense que c'est le cas. Lorsque le peuple manifeste, c'est dans le but d'influencer le décideur formel, celui qui peut prendre les décisions dans le sens d'un certain apaisement social pour que ce peuple puisse repartir en retrait. Donc la solution aujourd'hui qu'on attend, c'est que les pouvoirs publics prennent les décisions fortes afin que ces individus qui n'ont pas demandé à se retrouver dans la rue, qui ne réclament qu'une certaine frustration sociale, ils ont également besoin de s'exprimer, que les autorités essayent d'encadrer la démarche. Peut-être il peut y avoir des dissidents, il peut y avoir des individus qui vont sortir du cadre, parce que ça ne manque jamais, mais que les autorités, les forces de maintien de l'ordre soient professionnelles, parce qu'en réalité, nous avons une population qui réclame quelque chose, qui est la protection de la Constitution. Et la Constitution révèle des principes fondamentaux, des valeurs, ce qu'on appelle le constitutionnalisme, la démocratie, l'alternance, la protection des droits. Tout ça, ce sont les droits que revendiquent ces populations aujourd'hui. Donc les populations camerounaises ne demandent pas à être dans la rue. Ces manifestations-là visent tout simplement à exprimer une certaine frustration, à revendiquer un certain nombre de droits qui peut-être aujourd'hui semblent être le véritable problème pour eux. Mais on a vu à travers certaines vidéos des Camerounais s'illustrer par des pillages, la destruction de biens publics. Est-ce que cette forme d'expression-là peut être acceptée? Franky Djanda évoquait tout à l'heure la réaction de l'administration, Patrice Kadji, qui à chaque fois reprime, au nom de la préservation de l'ordre public, interdit les attroupements, les regroupements et tout le reste. C'est d'ailleurs le cas en ce moment dans plusieurs villes du pays où un dispositif sécuritaire important a été mis en place en raison de ces risques de tension, de manifestation qu'il y a dans l'air. Mais le résumé de tout ça, c'est que le peuple, en tout cas ces Camerounais-là, veulent faire pression sur Elections Cameroun, sur le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est la bonne démarche? Non, faire pression sur un organe comme le Conseil constitutionnel? Mais écoutez, Claude Maillot, vous savez, tout à l'heure, mon prédécesseur parlait du mal-être, c'est-à-dire du contexte social. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un mal-être qui persiste. Vous avez par exemple le taux de pauvreté. Lorsqu'on se base sur la 5e enquête auprès des ménages du Cameroun, publiée par l'Institut... l'INS. Voilà. On parle de 37%. 37% de la population camerounaise qui vit sous le seuil de la pauvreté. Ça, c'est sur le plan national. Et on va plus loin en disant que ce taux de pauvreté touche beaucoup plus les régions telles que l'extrême nord, le nord,
je crois l'Est, le Nord-Ouest, vous allez constater que c'est pourquoi il y a beaucoup de conflits dans ces régions-là. Parce que ces régions sont touchées par l'extrême pauvreté. Et on vous dit que 20% des Camerounais vivent avec les plus 10 fois de ce que les Camerounais devraient normalement avoir. C'est-à-dire qu'on a une partie de la population camerounaise qui jouit jour et nuit, et il y a presque 80% qui n'arrivent pas à sa sortie. Et on vous dit que 2 sur 5 Camerounais vivent avec moins de 850 000 francs CFA. Donc je crois que c'est un indice très fort. Donc la population veut la répartition équitable de la richesse. J'arrive. On vous parle d'un taux de chômage de 3,50%. En milieu jeune, dans des 25 à 35 ans, on parle de 37-39. Jeunes diplômés qui chôment, on parle de 14,8%. Et la dernière fois sur votre plateau, je vous parlais du nouveau élevé de migration des Camerounais qui quittent pour aller à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a un mal-être. Et ce mal-être, en fait, continue de persister. Qu'est-ce qui est fait pour empêcher cela? Nous sommes dans un contexte post-électoral tendu. Est-ce que vous savez qu'à l'instant où je vous parle, il y a des entreprises qui ont décidé de ne pas travailler jeudi, le jour de la proclamation des résultats? C'est-à-dire que les gens sont dans une peur totale. Des parents qui ont décidé, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école jeudi. Pour le changement qui vient de rendre un communiqué indiquant que la journée de jeudi doit être fériée au Cameroun de 6h à 18h. Je suis en train de vous donner des informations. C'est-à-dire qu'il y a des enfants que vous avez dit qui n'iront pas à l'école jeudi. Mais est-ce que vous avez déjà vu dans un pays au monde où on a ce genre de situation? C'est-à-dire que l'élection, c'est un moment où on fête. On fête parce que, en fait, les gens sont fiers de faire confiance à celui qui va diriger le destin. Et j'aime bien l'expression ou la définition d'Abraham Lincoln, qui définissait la démocratie comme étant le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide de qui va les diriger dans les prochaines années. Et quand vous écoutez cette définition, en fait, c'est pour dire que le choix revient au peuple. Et le président sortant qui est là, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que quand vous atteignez cet âge, chez nous les Bantous, on vous doit beaucoup de respect. Et donc j'ai beaucoup de respect pour le président actuel. Mais si vous voulez ma position, Claude Mayo, si vous voulez ma position exacte, et je crois que je le disais en off à mon copanéliste, qu'à l'état actuel des choses, je crois qu'on n'a pas besoin de vivre ce que nous sommes en train de vivre là. Et donc pour moi, il est urgent pour le chef de l'État de prendre une décision, peut-être républicaine, pourquoi pas d'annuler même les élections, parce que pour moi, je ne veux pas de violence dans mon pays, je suis pour la paix. Les Camerounais veulent l'annulation de l'élection présidentielle. Je prends ma position. Okay. Je dis ceci, au regard de ce qui se passe, je ne veux pas la violence dans mon pays. Je ne suis pas pour les casses. Pour ceux qui veulent s'exprimer, qui s'expriment de manière pacifique. Dans un cadre légal. Dans un cadre légal. Je ne veux pas la violence, je ne veux pas les casses. Moi, je n'en veux pas. Parce que je connais ce que c'est que la violence, je connais ce que c'est que les conséquences de la violence. On a des pays voisins, comme la Côte d'Ivoire en 2011. Vous connaissez ce qui s'est passé. Alors, je ne voudrais pas que notre pays traverse cette même situation. Et pour cela, le ton doit être un ton apaisant. Je ne veux pas des personnes zélées qui parlent au Camerounais. Pas de ton martial? Martial, non. Il faut apaiser. Parce que les gens sont dans un climat de tension. Il faut apaiser. On a besoin d'un pays uni, plus qu'uni, fort, rassemblé, pour contribuer significativement au développement de notre pays. On ne veut pas de violence. On veut tout simplement que l'institution en charge de la proclamation des résultats ou alors en charge de l'organisation des élections puisse tout simplement respecter le choix du peuple. Parce que vous savez, Claude Mayo, je le disais à l'entame, on peut tout fuir sauf sa conscience. Et donc c'est important que nous puissions honnêtement prendre la pleine mesure de la situation et qu'il n'y ait pas d'écart, qu'il n'y ait pas de débordement et que notre pays puisse vivre après ces élections. Honnêtement, tous les pays du monde vivent des élections. On n'a pas besoin, à cause d'une élection, de tout arrêter. Non, on a besoin de vivre après les élections. Le Cameroun va continuer après les élections. C'est d'ailleurs le souhait de tout le monde. Mais lors de ces manifestations ou de ces descentes dans les rues, d'ailleurs, on a une image. On a des Camerounais qui scandent pratiquement le nom d'un candidat et qui l'ont d'ailleurs proclamé
vainqueur de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est effectivement ce que veut le peuple camerounais, que le candidat que certains ont présenté comme étant le vainqueur de l'élection présidentielle le soit effectivement, ou soit déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, ou les Camerounais veulent simplement qu'il y ait un autre président de la République au Cameroun? De votre point de vue. Dans ça, il y a effectivement ces deux niveaux. Souvenez-vous qu'avant même la convocation du corps électoral au Cameroun, on a eu plusieurs organisations, y compris l'Église catholique romaine au Cameroun, qui indiquaient déjà une position de ce que 2025, avec Olbia également comme candidat, devrait être un moment assez difficile à négocier pour notre pays. Au vu du temps passé au pouvoir, au vu de ce qu'on peut considérer comme une grâce donnée par Dieu, le temps qu'il a déjà sur terre. L'Église catholique avait d'ailleurs dressé le profil du candidat souhaité par l'Église catholique. À cette époque-là, il n'y avait pas que l'Église catholique, il y a plusieurs organisations, y compris, on a vu des partis politiques, des leaders d'opinion supplier effectivement le président candidat sortant de tendre la main à une nouvelle classe politique. De répondre à l'appel du peuple de ne pas se présenter. De tendre la main à une nouvelle classe politique de manière à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pourra aller en compétition même dans son parti. Maintenant, sorti de cela, finalement, il a été candidat. Quand vous dites, est-ce que les Camerounais, il y a un nom qui scande? Les Camerounais... Du moins certains. Pas tous. Voilà. Les Camerounais au jour d'aujourd'hui disent une chose. Nous voulons que l'expression de la volonté populaire soit respectée, soit dite. Pour cela, d'un bord comme d'un autre, vous voyez très bien que beaucoup, au jour d'aujourd'hui, disent Tiroma, président élu. Tiroma, président élu. On en est là au jour d'aujourd'hui avec des résultats compilés à la Commission nationale qui a transféré déjà au Conseil constitutionnel. Mais nous disons encore une fois ici, nous avons un problème. Le problème fondamental, c'est la maîtrise de notre système électoral. On a des responsabilités comme ça. Vous voyez, on a fini l'élection depuis le 12 octobre dernier. Et les CAM n'a donné aucune tendance. Et les CAM n'a fait aucune communication au soir du 12. Figurez-vous, au Sénégal, au Gabon, il n'y a pas très longtemps, Il y a le directeur général des élections qui a fait un point de presse. Oui. Après la fermeture des bureaux de vote et après le dépouillement, pour faire le bilan de la journée. Au moins, il y a eu cette communication. Il y a eu cette communication. Mais quand vous regardez, quand vous avez vu récemment au Gabon, ou encore, il faut rappeler qu'au Gabon, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Où on a vu un ministre qui rendait les tendances région par région, département par département, avant que le soir, le ministère ne donne définitivement les résultats compilés. Mais on a eu droit ici uniquement à une communication traditionnelle, c'est-à-dire à un point de presse où on dit aux journalistes, la journée, les Camerounais ont voté sereinement. Il y a tout à l'heure le docteur qui a dit quelque chose, que les Camerounais ne sont pas suffisamment éduqués. Non. Politiquement, je pense que pour ceux qui suivent la scène politique du Cameroun, je pense que si les UP6 vous ont suivi tout à l'heure, ils vont se sentir très mal dans leur chair. Parce qu'en réalité, depuis 1992, on a une bonne classe politique bien formée dans nos pays. On a une jeunesse qui veut que nous allons vers une politique moderne, apaisée, où les hommes se respectent, où on respecte les institutions. Or, on assiste à quoi, en effet? On assiste à quelque chose où on a un semblant de 2 poids, 2 mesures. On s'en souvient qu'après la convocation du corps électoral, toujours l'Église catholique, par la voix de l'archevêque métropolitain de Douala, l'évêque, Monseigneur Kreda,
disait déjà, pourquoi investir autant de milliards dans une affaire où on connaît déjà le vainqueur? À ce niveau, donc, c'est là où on assiste à un 2 poids, 2 mesures. Et ça nous coûte quoi? Ça nous coûte beaucoup de choses. Mais à cette date, le vainqueur n'est pas encore connu. Non, il est possible que ça change. Ça c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Mais quand on regarde, pourquoi il y a les mouvements dans notre... Pourquoi c'est tendu en ce moment? C'est parce que effectivement, on a une bonne partie de l'opinion ou une classe en face avec les institutions où on a comme l'impression qu'en effet, chaque fois qu'on aura le candidat président sortant, Paul Biya, même si vous êtes le bas, même si vous réussissez à faire 10 fois le tour du Cameroun en faisant des meetings, il est impossible de le gagner. Vous avez suivi ces discours de la part des partisans du candidat Biya. C'est une réalité. Qu'est-ce que je disais? Depuis le 12 octobre, avant même, il faut noter qu'il y a la peur dans notre pays. Il y a la peur dans notre pays. La peur de quoi? La peur de ce que on s'achemine vers quelque chose dont on se demande que sera le lendemain. Est-ce que le Cameroun s'arrêtera simplement parce qu'on a organisé une élection présidentielle au Cameroun? Il évoquait déjà, jeudi, je sors là avec des contacts avec beaucoup de personnes, où on vous dit plusieurs établissements scolaires. Depuis lundi, nous sommes parents, ont déjà annoncé aux parents et aux enfants de garder leurs enfants à la maison. Ça, c'est les discours qui sont dans la République en ce moment. Et cela se traduit par quoi? Ça se traduit simplement par le fait qu'on a comme l'impression qu'on veut étouffer la vérité. On a comme impression que le peuple a soif de ce qu'elle n'a pas pu obtenir à travers les urnes. On va revenir à vous tout à l'heure, Sylvain Tchokoga. Docteur Franky Djanda, il y a, Sylvain l'a relevé, il y a cette peur en ce moment dans le pays, entre ces établissements qui demandent aux parents de garder leurs enfants à la maison, ces entreprises qui ont officiellement annoncé aux employés qu'il n'y aura pas de travail jeudi, ces familles qui font déjà le marché parce que tout le monde le dit, manono. Est-ce que tout cela ont raison d'avoir peur? Est-ce qu'il y a des signes, des éléments, des indicateurs qui prouvent ou qui démontrent que jeudi, tout pourrait se passer? Madame Mayo, je voulais d'abord revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure. En réalité, tout à l'heure, lorsque je parlais d'ignorance, je ne parlais pas d'ignorance politique. Parce qu'en réalité, au regard des suffrages exprimés, au regard de la forte mobilisation qu'il y a aujourd'hui, on même ne si peut on n'a pas encore les chiffres. C'est vrai, oui. C'est vrai, mais il y a une grande mobilisation totale qui démontre quand même qu'il y a une forte participation politique. L'ignorance était davantage juridique, dans le sens de... la connaissance de leurs droits. Voilà, la connaissance de leurs droits, l'influence du Conseil constitutionnel. Alors, la psychose, elle est réelle. La peur, elle est réelle. C'est-à-dire, les gens, et aussi que l'administration ne communique pas assez. Peut-être qu'elle ne communique pas toujours au moment où on veut, mais nous estimons qu'elle ne communique pas assez. La psychose, aujourd'hui, elle est grande. Madame Mayoka, lorsque vous voyez les mobilisations, le déploiement des FMO sur le terrain, lorsque le Camerounais lambda prend son téléphone, passe dans les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Facebook et ainsi de suite, il essaye de voir, c'est-à-dire, il y a la manifestation d'une violence, d'un ras-le-bol. Donc, on a l'impression qu'à tout moment, la flamme peut prendre, ça peut s'embraser. Et qui donc aimerait que son enfant soit dehors? Même si cela a un véritable impact sur le plan économique, vous voyez, les entreprises seront fermées. Ça a un coût. Lorsqu'une entreprise est fermée 24 heures, c'est un grand coût. Même sur le plan fonctionnel. Parce que, voyez-vous, les individus auront les problèmes parce que certains vont tomber malades ce jour, mais auront peur de sortir. Les bensikineurs même, vous sortez, vous n'allez pas avoir les bensikineurs. Mais je pense que tout cela tourne autour d'une élection, ce que j'appelle une élection de crise. C'est-à-dire une élection organisée dans un climat qui n'est pas apaisé. Et lorsque le climat n'est pas apaisé et qu'on décide d'aller aux élections, forcément,
on aura une élection de crise, c'est-à-dire une élection dans laquelle, contrairement à ce que M. Kaj disait tout à l'heure, ou dans certains États, lorsqu'il y a les élections, les gens sont enthousiastes, les gens sont enthousiastes, ils aimeraient bien voir. Ils aimeraient bien voir comment le jeu politique va se passer. Ils sont surpris de voir qui sera le prochain président. En réalité, nous sommes dans une société résignée où on nous a noyés dans la résiliation, tout le monde est résigné. On sait déjà, les Camerounais, si vous posez la question, si vous faites un sondage maintenant, vous sortez, vous demandez à 100 Camerounais qui sera le président de la République au soir de ce jeudi. Tout le monde, on sait tous qui diront. Donc, on a l'impression que... Peut-être pas tous, hein. Bon, peut-être pas tous, mais on a de l'autre côté un camp qui est rigide, un camp qui serre les coudes. On ne sait pas ce que le camp aussi prévoit. On ne sait pas ce que les militants, les sympathisants du camp prévoient. Donc tout ça, ça crée une certaine psychose. Les gens ne savent pas où la mèche va prendre, par où ça va commencer. Est-ce que ça commençait à l'école de nos enfants? Est-ce que ça commençait au bureau? Comment on allait faire pour rallier nos familles dont la psychose, elle est réelle? On ne peut pas empêcher aujourd'hui les Camerounais d'avoir peur. Les Camerounais vivent ce que j'appelle toujours une élection de crise. Une élection organisée dans un climat qui n'est pas apaisé. Entre un candidat qui s'autoproclame, les manifestations par-ci, les manifestations par-là. En réalité, les populations ont peur. Mais comment donc sortir cette population-là de la peur, de la psychose? Ou alors il n'y a rien à faire, il faut attendre d'abord les résultats? En réalité, pour ma part, il faut attendre les résultats. L'organe, le juge constitutionnel est l'organe habilité, la juridiction est l'organe habilité à rendre public la décision, qu'on le veuille ou pas. Patrick Kadi a dit quelque chose tout à l'heure. Qu'on sorte des discours d'arrogance, qu'on procède par l'humilité. Parce que en fin de compte, il s'agit du Cameroun. Parce que si vous avez des gens qui passent le temps sur les plateaux à bomber le torse de ce que ceci va être fait, à tenir le discours du marteau, je pense que ça va davantage, au lieu de l'apaisement, arriver à l'escalade. Oui, permettez qu'il termine. Super. En réalité, l'envie du changement est peut-être, on ne va pas dire général, mais il est présent, il est pressant. Mais est-ce qu'on va vouloir ce changement à tout prix, à tous les prix? Moi, je ne conseille pas les gens d'aller dans la rue. Le changement, il est perceptible. L'envie que les choses aillent de l'avant, l'envie que la crise s'estompe est réelle, mais que les Camerounais tombent, ça, Madame Mayo, nous ne pouvons pas le tolérer. En républicain, au-delà de toutes nos clivages politiques, on ne peut pas aujourd'hui souhaiter que les choses s'embrassent, parce que nous connaissons tous les conséquences d'une crise. Aujourd'hui, les régions du Nozo en souffrent, l'extrême nord en souffre, malgré les commissions qui ont été créées dans le but de reconstruire. On ne peut pas dire que la reconstruction va se faire, parce qu'on sait tous comment de plus en plus le PIB diminue, de plus en plus l'économie est difficile, de plus en plus la production est quasi inexistante. Si vous allez aujourd'hui dans les marchés, on va vous dire qu'on vous vend 5 tomates à 500. Si vous allez pour acheter les bananes, on va vous voir. Dans l'économie, il y a une crise économique. On gagnerait à ne pas détruire. Parce que si on détruit, pour reconstruire, ça sera très difficile. Et l'économie va davantage chuter. La vie sera davantage compliquée. Parce que qu'en soit la décision que le juge constitutionnel va rendre, que cette décision aille de main avec nos envies politiques, vraiment, acceptons la décision, puisque c'est d'ailleurs la décision du Conseil constitutionnel ne peut pas faire l'objet d'une contestation, que qu'en soit devant les juridictions internationales. Donc, acceptons la décision, prenons notre mal en passant, s'il faut le dire ainsi, et mobilisons-nous davantage pour que, lors des prochaines échéances électorales, voyez-vous, Madame Mayo, pour ma part, je pense même que le véritable défi n'est pas l'élection présidentielle, c'est l'élection municipale. Parce qu'en réalité, si un parti politique prend de cette élection-là pour... oui, si un parti politique prend l'élection présidentielle, prend la tête de l'exécutif, on va se trouver dans un système de cohabitation où la majorité n'est pas forcément la majorité présidentielle, la majorité parlementaire n'est pas forcément la majorité présidentielle, et l'exécutif aura les difficultés à implémenter ces lois. Peut-être à ce moment, on va réentrer dans un système de proposition de lois où le parti majoritaire pourra pleinement infiltrer ces lois. Patrice Kadi voulait réagir. Vous savez, je voudrais un peu renchérir les propos de Sylvain
en disant que personne ne veut la guerre au Cameroun. Personne. Il faut le dire. Et les Camerounais aiment le pays. Et il faut faire très attention, Claude Maillot. Il faut qu'on apprenne à faire taire nos égos. Et il faut qu'on apprenne à mettre en avant les intérêts, pour moi, général. C'est-à-dire que l'intérêt général, pardon, qu'on mette en avant l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est quoi? C'est le Cameroun. Il doit être au-dessus de nos intérêts personnels. Vous savez, je suis arrivé au Cameroun à moins de 2-3 jours de la proclamation des résultats. C'est parce que j'aime mon pays, Claude Maillot. J'aime mon pays. Je suis là, dans un contexte plus ou moins tendu, parce que j'aime mon pays. Et certains ne seraient pas revenus. Oui, certains ne seraient pas revenus. Je vais vous dire, faire une confidence. Il y en a qui ont renvoyé leur retour parce que justement, ils ont peur de revenir. Moi qui vous parle, j'étais censé revenir, ma date de retour était censée le 28 octobre, le 28 de ce mois. J'ai renvoyé, c'est-à-dire que j'ai anticipé parce que j'ai voulu venir dans ce contexte pour dire que ma voix compte, pour que le climat soit apaisé et pour qu'on puisse repenser notre Cameroun à nouveau. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que tout à l'heure je parlais du côté un peu néfaste, du climat social tendu, je parlais du mal-être camerounais. Il faut également reconnaître qu'il y a quelques avancées. Il y a par exemple le taux d'inflation qui est un peu modéré parce que justement, on a essayé de pouvoir faire des efforts là-dessus, mais ce taux persiste et ne conforte pas le seuil prévu par la Banque mondiale. Pourquoi? Justement, les produits de première nécessité restent inaccessibles. Inaccessibles, et même le transport qui a augmenté, le transport a augmenté. En raison de l'état des routes. Et effectivement, alors, je voudrais dire une chose, c'est que, honnêtement, à l'état actuel des choses, pour moi, je reviens là-dessus, vous allez comprendre peut-être plus tard pourquoi je le dis, qu'on annule les élections, qu'il y ait un gouvernement de transition, qui puisse préparer une transition apaisée, avec des Camerounais qui parlent entre eux, parce qu'on a longtemps monté les Camerounais contre eux. Voilà pourquoi il y a un phénomène qui vous échappe peut-être, ce que j'appelle la crise de confiance. C'est-à-dire que les gens ne se font plus confiance. Les gens ne font plus confiance à ceux qui les dirigent. Peut-être parce que le discours ne passe plus. Parce qu'ils se sentent dupés à un moment donné. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de revoir l'approche, de redéfinir quels sont les axes à essayer d'arranger, de revoir comment organiser, pourquoi pas, pour moi, un dialogue national qui permette aux Camerounais de s'exprimer et de reconstruire la République. Mais je vous rappelle d'ailleurs, que... ça fait partie des propositions de plusieurs candidats contenues dans leur effectivement, leur mais projet puisque pour le moment, nous sommes dans un climat tendu, je vous le dis, et qu'il y a des gens qui ont dit, certains entrepreneurs qui ont dit qu'ils n'ouvrent pas leur entreprise jeudi, les écoles qui vont fermer jeudi, ça veut dire que nous sommes dans un climat de tension. Et moi, mon souhait, qui aime son pays, qui est patriote, c'est que le pays soit en paix. Avant ou après les élections, que le pays soit en paix. Et pour cela, il faut justement un gouvernement qui utilise comment on appelle ça, en diplomatie, la diplomatie dans la gestion de cette période extrêmement sensible. Au niveau du discours, de comment parler aux Camerounais, de quoi dire aux Camerounais. Même la prise de parole en public actuellement doit être contrôlée. Parce qu'il peut y avoir des propos qui provoquent certains Camerounais qui sont déjà fâchés. C'est le conseil d'un communicateur. Oui, bien sûr. La prise de parole en public doit être contrôlée. Vous savez, Habermas parlait de l'espace public. Il disait que l'espace public, c'est un endroit où on vient édifier, on vient éduquer. Et non, on vient plutôt polluer. Mais on a des gens qui écument des plateaux, je ne sais pas pour quelle raison, qui viennent plutôt polluer l'espace public et qui viennent provoquer certains Camerounais. Alors, moi, mon souhait, c'est que pendant cette période, que l'espace public soit occupé par des personnes... Que le temps et le discours changent. Que l'espace public soit occupé par des personnes qui aiment le pays, qui privilégient l'intérêt général, c'est-à-dire que le Cameroun d'abord, avant nous. Nous allons passer, le Cameroun va rester. Faites attention. Et pendant que nous y sommes, il y a nos enfants qui nous regardent et qui se demandent pourquoi on n'arrive pas à nous entendre, pourquoi on n'arrive pas à permettre à ce que le Cameroun soit en paix. Qu'est-ce qui se passe? Une élection présidentielle, mon Dieu, plusieurs pays au monde organisent des élections présidentielles. Pourquoi chez nous c'est compliqué? Il nous reste, il faut corriger le mal-être. Messieurs, 3 minutes pour sortir de l'émission. Dernier tour de table, 1 minute chacun. Sylvain Tchokoga, le climat est assez tendu, chacun l'a dit et on l'a constaté.
au regard des événements enregistrés depuis l'élection présidentielle de dimanche, des manifestations enregistrées dans la ville de Garoua et à Yaoundé ce mardi. Patrice Kadji propose qu'au niveau de l'administration, le ton change, qu'il soit un peu plus apaisé, qu'il soit même diplomatique. C'est diplomatique. La diplomatie. Voilà, la diplomatie. Que l'administration use de diplomatie pour s'adresser aux Camerounais. Est-ce qu'entre Camerounais, déjà, on peut arriver même à se rassurer? Oui, ça c'est le fond de cette question. Parce qu'une chose est d'utiliser la carotte, d'être modéré. Une autre chose aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, disons-nous les vérités, les Camerounais ont perdu toute confiance en beaucoup de leurs leaders, y compris de beaucoup de membres du gouvernement. On va à une transition, peut-être dans le cas de ce que Patrick Kadji dit, c'est pour faire avec quelle classe politique? C'est pour reprendre les mêmes qui sont là, qui ont démontré leur niveau de gestion ou de gouvernance. Vous pensez qu'on en sortira de cela? Non. Il est question, c'est pour cela que vous allez constater que la plupart des programmes politiques dans le cadre de cette présidentielle du 12 octobre dernier parlaient beaucoup plus de refondation. Refondation, pourquoi? 1. La qualité d'homme au service des Camerounais. On devrait avoir une nouvelle classe politique, même ceux du gouvernement. La preuve, c'est que nous devons, toutes les vérités sont connues. Qu'est-ce qui a exacerbé le jour depuis 7 ans? C'est la façon, pour certains, la manière de s'adresser aux Camerounais. Mais en attendant, solution, Sylvain, la solution immédiate ou urgente pour éviter la crise. La solution aujourd'hui, c'est de permettre que les Camerounais se parlent. Et pour que les Camerounais se parlent, vous l'avez bien compris, que même ceux du camp présidentiel ont engagé ce qu'ils ont appelé les consultations stratégiques. Mais sauf que ces consultations stratégiques ont buté à un ensemble de manquements. Pourquoi? Parce que celui qui demandait le suffrage des Camerounais n'est pas celui qui dialogue avec ceux qui vont aller dans les urnes. Parce que les Camerounais qui allaient là-bas n'étaient pas des candidats, étaient des électeurs au même titre que vous et moi. C'est-à-dire, comme Patrick a dit, un dialogue. Et ce dialogue-là, c'est un dialogue dans la transparence. Au-delà de l'arrogance. Que le président actuel et les autres leaders qui sont en contestation avec lui, y compris avec Issa Tirouma, Maurice Kamto, les Anissé et Kane, tous ces hommes qui revendiquent une refondation du Cameroun, il est temps... ce n'est pas pour demain en même temps. Quand vous dites que ce n'est pas pour demain, s'il vous plaît, une élection présidentielle ne devrait pas ternir l'image d'un pays. Sylvain, ne devrait pas... en attendant la question, docteur Franky Djanda, c'est comment éviter la crise post-électorale? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures à prendre de manière urgente? On a un peuple qui est plongé dans une psychose. Les Camerounais, certains ont peur. D'autres ne savent vraiment pas ce qui se passe. Il y en a qui ont suffisamment de moyens, qui ont même quitté le pays. D'autres ont prévu de rester chez eux jeudi. D'accord, il faut revoir le discours durant cette période. Mais que faire pour éviter la crise? Ce sera la question de sortie. En réalité, il faut faire des promesses. C'est vrai que les Camerounais ne croient plus aux promesses. Les Encore Camerounais, des promesses? Il faut. Parce que là, nous sommes à une période assez déterminante. C'est-à-dire le gouvernement fait des promesses. Le gouvernement fait surtout une promesse fondamentale qui est celle de reformer la Constitution. Ça a été le cas au Gabon. Et c'est ce qui a même permis au président de la transition de gagner en sympathie politique, en sympathie populaire. Parce qu'il a modifié la Constitution en levant des clauses qui permettraient à ce que l'exécutif puisse constamment s'immiscer dans le travail. Parce que vous voyez, si les pouvoirs publics modifient la Constitution, le peuple camerounais va quand même prendre ça pour un septennat amélioratif. Un septennat peut-être de sortie, un septennat peut-être transitoire, qui va permettre de préparer une situation, une ère nouvelle, qui permettrait justement au nouveau président d'assurer une fonction déterminée, de permettre aux organes juridictionnels désormais peut-être d'avoir un statut assez différent,
qui vont leur permettre désormais de pouvoir prendre des décisions en toute neutralité. Donc, nous pensons justement pour sortir que les promesses doivent être faites, les promesses de modification de la Constitution, parce que pour ma part, je reste sur mon mot, c'est la Constitution qui est le véritable problème. Patrice Kadji. Écoutez, pour sortir, hein, je dirais tout simplement que mon souhait, c'est que les résultats qui seront proclamés, si jamais, finalement, on continue, parce que vous savez ma position, je vous donne ma position claire. Mon souhait, c'est que les résultats proclamés puissent refléter le choix qui est opéré dans les bureaux de vote le 12 octobre. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Le monde nous regarde. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Et notre pays a besoin de vivre dans la paix. Et je dirais aux Camerounais, mes chers frères camerounais, honnêtement, si vous voulez vous exprimer, faites-le de manière pacifique. On n'a pas besoin de vivre cela. Parce que nos enfants nous regardent. Parce que ceux qui ne sont pas camerounais, mais qui sont ailleurs, nous regardent. Parce que nous avons l'obligation aujourd'hui de créer une nouvelle page de l'histoire de notre pays dans la paix et surtout dans la paix. Voilà tout ce que je peux dire pour sortir. Merci Patrice Kadji, merci également au docteur Francky Djanda. Je voulais souhaiter joyeux anniversaire pour ça à la CAN. Merci. Qui nous regarde. Hein. Sylvain. Pour ça, joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire pour ça à la CAN. À CAN. vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain à 19h30 pour une nouvelle édition de Tribune présidentielle.